là, on parle beaucoup de la déclassification sur l'affaire Epstein, mais il y a eu aussi la déclassification sur l'affaire Kennedy. Que faut-il en retenir ? Moi, le bilan, si tu veux, général sur Trump, si tu veux, c'est qu'effectivement, un des grands espoirs qu'on avait mis en Trump, c'était qu'il allait faire éclater la vérité sur les Kennedy, sur le 11 septembre, d'autant plus sur le 11 septembre que le lendemain, il avait fait cette fameuse communication téléphonique avec une grande chaîne américaine où on disait non, c'est pas possible, les tours jumelles, il devait y avoir des bombes, etc. Donc on se disait, il a compris, lui, il est constructeur de gratte-ciel, donc il connaît un peu Mais après, on a eu de temps en temps, il a un peu fait quelques allusions où on avait l'impression, il sait quelque chose, tu vois, ou ce qu'il dit c'est bizarre, ça colle pas avec le narratif officiel. Donc on a attendu, on a eu aucune déclassification sérieuse. Sur l'affaire Kennedy, sont sortis quelques éléments intéressants, mais mineurs, tu vois, quelques détails intéressants, et je pense qu'ils sont sortis par mégarde, c'est-à-dire que, forcément, il y a un mec un jour qui oublie de blaquer un nom, tu vois. Oui, parce que n'oublions pas que les déclassifications, c'est avec la fameuse blague, sont des déclassifications, mais redacted. Donc il y a des pages entières, toutes noircies. Tout est mais ce qui est curieux. Et les noms sont noircis, mais par bonheur, de temps en temps, il y a un nom qui est pas noirci, et là, on s'aperçoit, tiens, c'est un mec du Mossad qui surveillait le courrier de Lee Harvey Oswald, il y a eu quelques petits détails. Exactement. Et surtout, alors ça c'est curieux, alors c'est peut-être dû donc on va dire à une erreur sur le fait de pouvoir censurer, ou peut-être que là des personnes peuvent se créer un univers mental en disant que non, c'est un message envoyé discrètement, mais par contre ce qui est curieux, c'est la fameuse réaction publique, ou en tout cas d'une partie de la sphère américaine, parce que n'oublions pas, quand on parle de X, on est enfermé dans notre propre algorithme, etc., donc on ne fait pas partie de l'intégralité du monde, mais c'est-à-dire que là, les regards se tournaient quand même massivement, naturellement, vers Israël. On parlait de la différence de perception comparée aux années précédentes. Là, quand il y a eu cette grande déclassification, les soupçons ont explosé envers Israël. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça correspondait à peu près à ce moment où les soupçons ça correspondait peut-être aussi à l'époque où Elon Musk avait racheté Twitter. Donc il y a eu une période, et il y a encore une période sur Twitter, sur X, de grande liberté d'expression. Donc tous ces sujets qui étaient exclus par les grands ténors de la dissidence, Alex Jones, il ne voulait pas en entendre parler, toutes les grandes chaînes de la dissidence ne voulaient pas entendre parler d'Israël, donc ça a changé les choses. Mais sur Kennedy, voilà, bon. Moi, le bilan général que je fais, si tu veux, c'est qu'en fait, le paradoxe, c'est que quand tu analyses, maintenant tel que je l'analyse avec autocritique, parce que je pense que j'ai été piégé, comme beaucoup de gens. Tucker Carlson a fait récemment une déclaration en disant exactement ça, qu'il s'est fait avoir, qu'il regrette profondément d'avoir aidé à faire élire Trump. Marjorie Taylor Greene dit quasiment que c'était comme être dans une secte, c'est-à-dire qu'il y a un système un peu sectaire, il y a un gourou, il y a un charisme, on était sous emprise, tu vois, elle va presque employer ce genre de terme, on était sous l'emprise de ce narcissique pervers narcissique de Trump, etc. Donc beaucoup de gens font amende honorable en disant on s'est vraiment fait avoir, on est tombé dans un piège très bien construit. Mais quand on regarde en arrière, on se dit on a quand même été con parce que le personnage de Trump, quand tu l'analyses, tu comprends que c'est un mec, la vérité, ça l'intéresse pas. C'est vraiment la dernière des choses qui l'intéresse. C'est vraiment un menteur professionnel qui passe son temps à mentir. Donc, et ça se voit dans ses livres, ça se voit dans ses interviews, ça se voit même avant qu'il se présente aux élections. On aurait dû comprendre, parce que la vérité, si tu veux, il y a des gens qui sont passionnés par la vérité, qui sont prêts à mourir pour la vérité, pour qui la vérité, c'est Dieu, tu vois. La vérité, c'est Dieu, ça c'est Gandhi qui disait ça. Moi, ça me plaît bien, si tu veux. C'est chercher la vérité, c'est s'élever spirituellement, tu vois, c'est fondamental. Et puis il y a des gens qui n'ont rien à foutre de la vérité. Puis il y a des gens, bon, ça les intéresse un peu, mais pas trop. Mais Trump, c'est vraiment l'extrême où la vérité, c'est vraiment le dernier des trucs qui l'intéresse, tu vois. Et donc c'était un peu naïf de penser qu'il était dans une démarche de faire éclater la vérité, quoi. C'était quelque part un peu stupide, parce que il a rien fait. Alors il a été un peu piégé. Il s'est fait prendre à ses propres pièges parce qu'il a tellement parlé de je vais faire éclater la vérité, je vais faire éclater la vérité. Et comme aux États-Unis, il y a quand même un certain nombre de systèmes qui ont été mis en place pour donner pouvoir aux citoyens et
et aux congressmen, aux élus, d'exiger la déclassification. Et comme au FBI, il y a aussi des gens sérieux qui veulent quand même se conformer à la loi, donc quand ils sont obligés légalement par mandat judiciaire de déclassifier, ils déclassifient. Eh ben, que ça soit sur Kennedy, il a été obligé de déclassifier, mais il n'y a rien eu de nouveau. Par contre, sur Epstein, il en a tellement parlé qu'il a été obligé. Et il s'est opposé, Trump s'est opposé, et ça c'est ce que révèle Marjorie Taylor Greene en particulier. Personne n'était plus opposé à la déclassification des archives du dossier Epstein que Trump. Ouais. Tu vois ? Donc il s'est fait avoir dans la mesure où il a tellement fait de promesses, je vais déclassifier, ça a tellement boosté son électorat. Tout le monde se dit, ça y est, les pédosatanistes vont être mis en tôle, il va assécher le marais, etc. Bon. Et donc il y a eu ce mouvement avec Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene, de gens qui étaient MAGA, qui étaient pro-Trump, parce qu'ils voulaient la vérité sur les dossiers Kennedy, les dossiers Epstein. Et ils n'ont pas lâché le morceau lorsque Trump a commencé à dire « Mais non, tout ça, c'est pas important. Epstein, c'est un connard. De toute manière, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Et puis, c'est les démocrates qui ont fait mousser ça, quoi. » Et donc, ça, c'est un peu la morale de l'histoire. C'est qu'il y a un moment, quand tu mens tellement, tu finis par te prendre les pieds dans tes propres mensonges, quoi. Ça, et pour l'anecdote, on peut observer certaines choses. Il faut regarder le directeur du FBI qui est d'ailleurs sur la sellette, donc Kash Patel. Ouais. Il faut se souvenir, il faut quand même avoir de la mémoire. Regardez les extraits de Kash Patel avant qu'il rejoigne l'administration, les promesses qu'il faisait, l'énergie qu'il avait. Et ensuite, regardez simplement les conférences de presse ou autres et voir le visage juste de Kash Patel. Et même, il a aussi fait un passage chez Joe Rogan qui a été très très mal reçu parce que sa communication avait complètement changé. Mais en tout cas, on est obligé de rire parce qu'on a l'impression de voir un homme au bord de la syncope, de la crise cardiaque, à chaque fois au bord de la panique. Ouais, mais d'ailleurs, il y a même eu des rumeurs venant du FBI disant qu'il était bourré. Oui, c'est vrai. Qu'il était totalement en dépression, enfin qu'il était totalement à côté de la plaque, quoi. Mais ça, c'est une des caractéristiques de l'administration Trump. C'est une administration qui est gérée par un mec sénile de toute manière, même fou, qu'un trouble de la personnalité très profond, mais qui est en plus sénile. Il a bientôt 80 ans, il déconne complètement, il tweete des trucs. Il gère la diplomatie par son trousse social, là, par son réseau qu'il avait créé lui-même, dans lequel il met des tweets complètement délirants. Le dernier tweet, là, il y a 2 jours, c'était parce qu'il avait promis. Alors, il fait de la communication par son réseau personnel. Hein. Tu vois, il fait ça de la Maison Blanche avec son téléphone ou je sais pas quoi. Ça n'a strictement aucun caractère officiel. Il dit, je suis en négociation avec l'Iran. Et puis d'ailleurs, en même temps, il fait du délit d'initié. De l'inside trading, comme on dit. Et puis 2 jours après, il dit « Ah ben non, finalement, tout va bien. Non, je vais bombarder l'Iran, puis je vais tout casser. Les Iraniens répondent « Bah nous aussi, on va tout casser. » Donc ça fait des énormes remous dans la bourse. Et puis 2 jours après, il dit non, finalement, je suis en négociation. Les Iraniens disent non, il n'y a pas de négociation du tout. Et puis récemment, il a fait au moins 3 fois ce même coup exactement. C'est-à-dire, soit ça commence par tiens, ça y est, je suis en négociation. Et puis 2 jours après, bah non, finalement, les Iraniens sont vraiment chiants. Et là, donc, il y a 2 jours, après avoir annoncé qu'il était en négociation, qu'il y avait un deal qui était sur le point de se faire, hein, parce que lui, c'est le roi du deal, donc c'est toujours une question de deal. Ben là, il met un post dans lequel il y a une image d'une bombe avec marqué « Thank you for your attention to that matter ». Ouais. Ça, c'est la formule de conclusion. Ouais. C'est la formule de Trump, donc, qui met à chaque fois en dessous de ces Trump. Donc, c'est-à-dire, c'est un message grotesque, c'est une diplomatie vulgaire, grotesque, totalement méprisable. Mais du côté du FBI, comme tu disais, Kash Patel, il paraît complètement décalé, complètement incompétent. Il y a des gens qui pourtant semblaient un peu compétents, comme Tulsi Gabbard, là, qui vient de démissionner, mais qui a finalement rien foutu, et finalement qui s'est... elle avait quand même essayé, ça, c'est-à-dire notamment pour le conflit en Iran, parce qu'à l'heure où nous enregistrons, nous sommes toujours fin mai, il faut quand même le dire, donc ça fait 3 mois que le conflit...
a démarré. Enfin, l'opération Epic Fury, il ne faut pas oublier la guerre des 12 jours qui a eu, et le fait que aussi ça existe depuis des décennies, ces tensions, mais bref. Tulsi Gabbard avait quand même osé dire que ce que racontait Trump était faux, ou plutôt qu'avec les informations qu'elle avait sur la question du nucléaire iranien, avec les informations qu'elle a, les Iraniens ne travaillent pas sur une arme nucléaire, ils n'ont pas fait d'avancée. Là, ce à quoi elle a dit ça une fois, ouais. Oui, Trump a répondu directement. Trump a répondu, on lui a posé la question, il a dit elle sait pas de quoi elle parle, et après elle en a jamais reparlé. Donc c'est quand même des gens qui sont globalement décevants. On espère que Tulsi Gabbard, maintenant qu'elle a démissionné, va ouvrir un peu, va révéler des choses, parce que c'est ce qui se passe avec Joe Kent. Il y a des gens comme ça. Joe Kent, qui était le chef du contre-terrorisme, a démissionné. Et une fois qu'il a démissionné, il a balancé pas mal de choses. Il a dit que, il a dit que on est parti en guerre contre l'Iran sous la pression d'Israël. C'était sa démission d'ailleurs. C'était écrit sur sa lettre de démission. Ouais, et puis il a dit des choses. Il a dit aussi des choses il a pas avalé le fait que Trump n'a pas voulu vraiment, a bloqué lui-même, a demandé au FBI de ne pas enquêter. Enfin, l'a empêché, lui, chef du contre-terrorisme, d'enquêter sur l'attentat sur l'assassinat de Charlie Kirk, et d'enquêter sur la tentative d'assassinat contre Trump à Butler. Donc Trump lui-même, victime de cette tentative d'attentat, qui s'intéresse pas à la vérité sur ce qui se passait vraiment, ça devenait un peu louche. Et donc depuis la démission et les propos de Joe Kent, donc je sais pas, il y a 3-4 mois, l'idée que la tentative d'assassinat sur Kennedy en juillet 2024, donc peu avant les élections, était une mise en scène. Cette idée a fait son chemin. Marjorie Taylor Greene en parle, Tucker Carlson, Candace Owens. Beaucoup de gens pensent qu'effectivement, c'était probablement une mise en scène. Donc là, on a quand même un candidat qui met en scène une tentative d'assassinat contre lui-même, avec une dimension miraculeuse, tu vois, la balle magique, l'oreille magique, tout est magique, la photo magique. Sachant qu'on est quand même obligé là de parler au conditionnel ou d'y aller avec des erreurs, parce qu'on n'a pas d'éléments assez concrets pour trancher. Là, ce sont surtout des doutes. Et des doutes moi, j'ai pas aucun doute. Hein. Depuis le début, j'ai aucun doute. Et les doutes, j'ai aucun doute sur le fait que c'était une mise en scène. Et les indices s'accumulent, ne serait-ce que d'ailleurs le fait que le suspect continue à plaider non coupable. Alors qu'aux États-Unis, en général, le deal, c'est bon, tu plaides coupable et comme ça, tu échapperas à la peine de mort. C'est le deal, c'est comme ça qu'on a réussi à faire plaider coupable l'assassin présumé de Martin Luther King, etc. Donc là, non, il plaide non coupable, apparemment. Bon, on espère qu'il va survivre, mais... Ouais, non, il y a plein d'indices. Pour moi, il n'y a aucun doute. Butler, si t'examines, il y a plein de vidéos qui ont été faites, les incohérences, le fait que le gars... cette photo iconique, la fight, avec des Secret Service agents qui se mettent en pause pour la photo, et puis le mec qui était chargé de la protection qui est ensuite nommé, il est devenu chef du service secret de la Maison Blanche. Ça sent la mise en scène à plein nez, quoi. Enfin, quand t'as un peu l'habitude, comme moi, c'est un peu ma spécialité, tu vois, les false flags, les mises en scène, tu les renifles quand même, et donc t'accumules les éléments, et il n'y a pas de preuve flagrante. Il n'y a pas de preuve absolue. À la limite, il y en a une, c'est l'oreille, tu vois, l'oreille magique, parce que son oreille à Trump, elle a rien, quoi. Oui, et malheureusement, c'est quelque chose qui ne dissipe pas du tout les doutes, c'est la communication de Trump, même la communication qu'il a eue sur son oreille. Quand il raconte, c'est toujours à Trump, c'est le médecin il a vu, j'ai une oreille exceptionnelle, mon sang est exceptionnel, je guéris de manière exceptionnelle, donc c'est pour ça bon, c'est vrai que ça n'aide pas pour dissiper les doutes. Ouais, mais il fait ça parce qu'effectivement il a encore un public, il y a encore 35% d'Américains qui sont favorables à Trump, qui pensent qu'il fait du bon travail, 35%, c'est-à-dire c'est les MAGA, l'Amérique populaire. Qui a suivi QAnon, tout ça, enfin qui a participé à cette espèce d'environnement quasi avec une dimension apocalyptique, tu vois, une communication apocalyptique dans le sens où le monde va être transformé, une sorte d'aura messianique de Trump qui allait faire éclater la vérité, mettre tous les satanistes en tôle, etc. C'est des gens qui sont dans une démarche religieuse, quoi. Et c'est très difficile d'en sortir quand tu as investi ta foi
Ça, c'est unique. Le phénomène Trump, de ce point de vue-là, il est sans précédent aux États-Unis et même dans le monde. Je pense que c'est un phénomène tout à fait unique. C'est pour ça que c'est quand même intéressant de l'analyser, parce que c'est quelque chose de sans précédent. Ouais, c'est un phénomène qui est une opération psychologique, fondamentalement, à mon avis. C'est un personnage, c'est un scénario qui a été élaboré. Trump c'est un marchand et une marchandise. C'est un personnage qui s'est vendu lui-même, mais qu'on a acheté, on l'a littéralement acheté. Et peut-être faire quelques rappels biographiques, parce que ici il faut le rappeler, on parlait du Substack et des travaux, mais donc c'est un article aussi que tu as pu poster sur ce sujet-là de l'autocritique. Je sais pas si la conférence a été diffusée, mais il y a eu aussi une conférence faite sur ce sujet-là. Ouais. Et ça démarre, et ça c'est quand même important de faire quelques rappels sur le parcours, la biographie Trump. La chose qu'on a pu citer sur son parcours, c'est plutôt sur ses écrits, le fait que si on s'intéresse à la chronologie de ses livres, et simplement le titre de ses livres, on se voit ce qu'il représente comme produit américain, mais c'est vrai que son parcours, on mérite qu'on s'y attelle un petit peu, pour voir un peu dans quel milieu il a évolué, comment il a développé son empire, etc. Ouais. Et le paradoxe, c'est que si tu veux, la stratégie du personnage Trump, qui est un menteur, c'est la stratégie Roy Cohn. Hein. Il faut bien saisir cet épisode. En 1975, c'est le premier procès. Trump a eu environ 4000 procès. Hein. Donc, un de ses premiers en 1975. Il s'est associé avec un avocat qui s'appelait Roy Cohn, qui lui a donné comme stratégie, c'est simple, tu n'avoues jamais aucune faute, tu es sans faute, tu ne concèdes rien, et tu nies tout en bloc, et à l'inverse, tu attaques ton opposant, tu le submerges d'accusations totalement délirantes, tu en fabriques sans complexe, et donc tu réponds à toutes les accusations par des accusations 10 fois plus grandes contre ton adversaire, et en même temps, tu travailles les médias. Et tu vas peut-être perdre à la cour, tu vas peut-être perdre en justice, parce qu'en fait, t'es coupable, mais tu gagneras l'image, tu gagneras les médias, tu gagneras sur le narratif. Et donc Trump, c'est ça, c'est un personnage qui a construit son image de gagnant d'abord, tu vois, son image de gagnant. Donc je suis le meilleur, je suis le meilleur homme d'affaires, ce qui est faux en fait. Donc quand tu creuses un peu, tu t'aperçois que il a en fait dilapidé l'argent de son père. Il a reçu 400 millions de son père. Il était endetté de 5 millions en 1990. Il a été racheté par des banquiers. Après son parcours, il a écrit des livres, The Art of the Deal, où il s'est fait passer pour le champion du deal, etc. Il y a eu une énorme promotion autour de ce livre. Il y a eu une image de Trump qui a été médiatisée au cours de plusieurs années. La Trump Tower, comme il met son nom partout, si tu veux, c'est devenu un nom, Trump, la tour Trump à New York. Tout le monde va voir la tour Trump, c'est un beau gratte-ciel doré. Oui, et puis il y a la fameuse Trump Plaza où il organisait les mythiques combats de boxe, d'événements sportifs. Ça je savais pas, tu vois, mais... oui. Donc c'est un nom. Le combat de Mike Tyson. Mais le paradoxe que je voulais dire, c'est qu'en fait, tout ça, c'était dénoncé comme étant du cinéma, comme étant faux, par le New York Times en particulier. Le New York Times, c'était fake news. Dans notre imaginaire pro-Trump, si tu veux, Trump était en guerre contre les médias. Et c'est lui d'ailleurs qui a inventé le terme fake news, je crois. Enfin, c'est lui qui l'a vulgarisé. C'est-à-dire que, et il dit encore aujourd'hui, quand les New York Times, parce que le New York Times, c'est vraiment l'ennemi acharné des médias contre Trump. Et moi, récemment, je me suis mis à lire un peu le New York Times, parce que, en fait, on aurait dû lire le New York Times. Parce que les accusations qu'il portait contre Trump, on pensait que c'était de la diffamation, c'était parce que c'était les démocrates, etc. Mais en réalité, il y avait des dossiers très bien ficelés, très bien montés, des enquêtes approfondies sur Trump, sur le fait qu'il avait été racheté par un réseau de banquiers, sur le financement de ses campagnes électorales. Un article tout récent du New York Times qui a eu un grand écho, alors, parce que ça continue, le New York Times reste l'organe de presse qui enquête sur Trump et qui est le plus agressif. Tout récemment, c'est eux qui ont fait sortir les délits d'initié de Trump, et qui ont fait un dossier, alors on ne sait pas par quelle source ils ont eu ces informations, sur le fait que clairement,
c'est Netanyahou qui est venu à la Maison-Blanche, dans la Situation Room, qui a fait son PowerPoint, accompagné en vidéo par le chef du Mossad et d'autres, et par d'autres agents, en disant, voilà, tu bombardes l'Iran, Trump, et tout ira bien, changement de régime immédiat, les Iraniens t'applaudiront, tu seras le plus grand homme d'État de toute la planète, de toute l'histoire, etc. Et Trump a dit, ouais, sounds good to me. Tu vois, et alors, malgré l'opposition, on ne sait pas trop, peut-être de J.D. Vance, peut-être un peu d'opposition ou de doute, mais non, Trump y est allé sous la demande de Netanyahou. C'est le New York Times qui a fait un gros dossier là-dessus pour le démontrer, tu vois, avec des faits, que si Trump a décidé de bombarder l'Iran, c'est à la demande de Netanyahou. On le savait bien, si tu veux, mais si tu veux, quand tu bâtis un dossier avec une enquête et avec... on le sait bien, mais c'est quand même... Normalement, objectivement, ça devrait être une révélation absolument énorme qu'un Premier ministre israélien puisse pousser le président de la première puissance mondiale à s'engager dans une guerre. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.